Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Une réunion de travail sur l'accélération de l'abandon des mutilations génitales féminines a eu lieu ce matin. Également dans l'actualité internationale, les Kenyans aux urnes pour les élections à coup donc de tir. Voilà donc c'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le ministère de la Femme et de la Famille, en partenariat avec le FNIAP et l'UNICEF et les secrétaires généraux des départements sectoriels, a abrité hier à l'hôtel Acacia une réunion de travail entre les membres de la mission conjointe des bureaux régionaux du FNIAP et de l'UNICEF et le secrétaire généraux des départements impliqués dans la thématique des MGF. Cette réunion de haut niveau, présidée par Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, avait pour objectif qui s'inscrivait donc dans le cadre du programme national conjoint pour l'abandon total de toute forme d'excision. Cette réunion sera l'occasion pour notre pays de mettre en avant les acquis et de démontrer à travers les rencontres et discussions que Djibouti continue de réaliser des progrès dans l'accélération de l'abandon des MGF et ce, à travers un engagement politique ferme de la part du gouvernement. Quant à Mme Aïcha Ibrahim, représentant du FNIAP à Djibouti, elle a indiqué que l'excision était une pratique néfaste et que par conséquent, elle devait être donc abandonnée. Le ministère montre ici l'importance qui est donnée à ce phénomène et surtout montre l'accent qu'a mis le pays depuis bien longtemps pour faire disparaître cette pratique néfaste pour les filles, pour les femmes, et que cela soit en termes de droits humains, bien sûr, mais sur leur santé et bien d'autres choses. Donc permettez-moi, au nom du programme conjoint, au nom des représentants de UNFPA et de UNICEF, de vous remercier encore et surtout de remercier Madame la ministre d'avoir pris, malgré ses nombreux engagements, d'avoir pris le temps de diriger cette réunion. Eh bien, de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, a rappelé que la problématique et la thématique des mutilations génitales féminines est une priorité pour le gouvernement djiboutien. Je vous propose de le suivre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter le travail effectué par le gouvernement djiboutien contre la lutte contre les MGF, travail effectué par différents départements ministériels. C'est une thématique qui s'inscrit dans l'agenda du gouvernement de Djibouti, thématique et sujet pour lequel le gouvernement de Djibouti mène maintenant depuis plus de 30 ans une lutte pour y éradiquer. Il y a eu une stratégie qui a été élaborée, une première stratégie qui a été évaluée, une deuxième a été conçue, élaborée sur la base des résultats de la première stratégie. C'est pas un sujet, on va dire, c'est pas un sujet où un thème qui est traité simplement par un seul département. Tous les départements ministériels sont engagés dans cette lutte, qu'à l'époque où les instances internationales ont commencé à parler de la problématique des MGF, Djibouti faisait partie des rares pays qui avaient instauré une loi pour éradiquer ou sanctionner cette pratique-là. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, il y a eu une réflexion qui a été faite. Jusqu'à présent, nous avons mené des activités de sensibilisation avec les associations, avec les adultes. Dorénavant, le problème des MGF va être considéré comme un problème important et va être inscrit dans le curricula d'éducation nationale, c'est-à-dire dans la matière sciences de la vie et de la terre, dès la 3e. Et sachez une chose, que cette problématique et cette thématique des MGF reste une priorité pour la République de Djibouti. Mesdames et messieurs qui viennent de très loin, d'abord vous souhaitez la bienvenue, un bon séjour à Djibouti.
Également dans l'actualité, un atelier de validation du document cadre sur la stratégie nationale de la gestion participative des points d'eau en milieu rural a été organisé en collaboration avec la direction hydraulique rurale, l'USAID et l'UNICEF. L'accès à l'eau potable étant un droit universellement reconnu pour tous, qu'ils soient en milieu rural ou urbain, le gouvernement a pris l'engagement de la réalisation de ce droit et non seulement remis en cause par les effets du changement climatique, mais aussi par les défis liés à la gestion des points d'eau, augmentant ainsi le coût lié à la fourniture d'eau. Compte tenu des limites ressources en eau, de leur rareté et de leur coût d'exploitation, nous avons tous le devoir de préserver cette ressource et de protéger les ouvrages hydrauliques. Cette stratégie ne manquera pas d'accélérer les efforts pour un accès continu à l'eau. Améliorer et aborder également abordable et aux usagers, y compris aux groupes vulnérables et aux plus défavorisés. Les usagers de l'eau assumeront désormais des responsabilités plus larges par rapport à la bonne gouvernance des ouvrages d'eau dont ils bénéficient et sont relevés au rang d'acteurs par leur propre développement, a affirmé dans son intervention la représentante adjointe de l'UNICEF, Alexandra Ilmer. Pour accompagner les acteurs à différents niveaux dans la réalisation des objectifs nationaux définis dans le programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement et qui fixe à l'horizon 2035 un taux d'accès à l'eau potable à 70% en milieu rural. De son côté, la directrice de l'hydraulique rurale, Mme Souad Suleiman Ahmad, a indiqué dans son intervention que cette stratégie s'articule autour de l'amélioration de la gouvernance des ouvrages hydrauliques en redirigeant les comités de gestion vers des associations des usagers d'eau. La mise en place d'un service payant de l'eau pour contribuer au coût d'entretien et la maintenance des systèmes d'approvisionnement en eau potable avec pompage et l'efficacité et la proximité dans la maintenance et la réparation des ouvrages d'eau en faisant donc appel au partenariat avec des prestations privées ou des artisans locaux. Fin de citation, je vous propose de la suivre. Comme vous le savez, la lutte contre la soif est un défi placé dans la priorité de la feuille de route du gouvernement depuis l'indépendance. Jusqu'à présent, la réalisation, l'exploitation, la gestion et la maintenance de l'ensemble des infrastructures d'alimentation en eau potable des populations rurales sont à la charge de l'État par le biais de la direction de l'hydraulique rurale du ministère de l'Agriculture. Cet effort au niveau des décideurs politiques est accompagné par des réformes institutionnelles garantissant la mise en place de structures décentralisées ainsi que la création, notamment la création récente d'un ministère délégué de la décentralisation qui a vu le jour lors de notre dernière constitution du gouvernement, ce qui est un atout pour renforcer tous les systèmes de réformes institutionnelles délégués déjà mis en place dans les régions de l'intérieur. De la sorte, les conseils régionaux, les préfectures, les communautés de base assumeront très bientôt des responsabilités accrues pour accompagner les efforts du gouvernement, notamment en ce qui concerne la gestion rationnelle et la pérennisation des infrastructures hydrauliques d'eau au milieu rural. Il est à savoir, sans cet effort conjoint de l'ensemble de ces acteurs, toute initiative dans ce domaine est vouée à l'échec. Pour la définition des politiques nationales en matière d'eau et d'assainissement et être responsable aussi de la mise en œuvre du programme national d'accès à l'eau et à l'assainissement pour le milieu rural, à savoir le PNAEPA Vision 2035 qui a été validé en 2015. La gestion des infrastructures de surface d'accès à l'eau n'incombe plus à la responsabilité seule de la DHR, mais c'est l'attribution des communautés qui doivent être perçues comme des consommateurs, des clients, des administrateurs éclairés, aptes à choisir le type de service qu'ils sont en mesure de fournir et non comme des bénéficiaires passifs dans l'assistanat total. Les équipements des installations de pompage nécessitent l'entretien, la protection et souvent l'approvisionnement en carburant. Les collectivités locales, les conseils régionaux doivent s'impliquer dans la gestion des infrastructures de la région pour assurer le fonctionnement pérenne des ouvrages. Un transfert de responsabilités et de compétences vers les usagers est nécessaire et ceci se fera de manière progressive.
Et dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, le comité de gestion communautaire du quartier Al-Hiba a organisé donc une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'UNFD et l'UNICEF. Cette cérémonie est initiée pour faire valoir aux jeunes ce que de leurs droits, comme se procurer la carte d'identité nationale ou encore le refus de l'excision pour les jeunes filles ou la lutte contre la drogue. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire, Fatouma Moussa, qui nous rappelle ici que ce genre de sensibilisation sont organisées régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant et le faire valoir aux enfants ainsi qu'aux parents, car la famille est la première instruction de l'enfant. Elle a rappelé également que plusieurs mères parviennent à comprendre le risque que peut causer l'excision sur la vie de la jeune fille et essayent pour plusieurs d'entre elles de mettre de côté et d'oublier cette pratique néfaste qui n'a d'origine nulle part, ni dans le Coran ni ailleurs. Et enfin, la coordinatrice a remercié l'UNFD, l'UNICEF qui déploie toujours des gros moyens pour mettre les enfants et leur enfance dans les meilleures conditions. Et cette même cérémonie donc s'est déroulée au quartier 6, organisée donc hier après-midi également, cette cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant. La cérémonie a été organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et l'UNICEF. Et elle est initiée pour faire valoir aux jeunes ce que donc leur droit, le droit de l'enfant également, qui est une branche des droits de l'homme. Et bien donc la protection de l'enfant est une priorité du gouvernement et des organisations non gouvernementales. L'objet de plusieurs traités nationaux et internationaux, dont le plus important est la Convention relative aux droits de l'enfant par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et parmi ces droits figure la procuration de la carte d'identité nationale ou le refus de l'excision pour les jeunes filles ou encore donc de lutter contre la drogue. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire qui a indiqué que ce genre de sensibilisations sont organisées régulièrement pour améliorer donc le droit de l'enfant. En effet, la coordinatrice du comité a retracé toutes les activités relatives à la protection des droits de l'enfant organisées donc par le comité. Elle a indiqué également qu'il est primordial de respecter le droit qui donc reviennent aux enfants. Autre cérémonie également, cette fois-ci dans le quartier de la capitale. C'est dans ce sens que le comité de gestion communautaire du quartier 5 a organisé une cérémonie similaire, toujours de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie s'est déroulée donc au CDC du quartier 5 et est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF. Cérémonie donc initiée pour la branche des droits de l'homme. Et également donc visant la protection spécifique de l'enfant et ses droits qui sont l'objet de plusieurs traités nationaux et internationaux, dont le plus important est la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc ce traité a été adopté à l'Assemblée générale des Nations Unies. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire qui a indiqué que ce genre de sensibilisation sont organisées régulièrement, et la coordinatrice a retracé toutes les activités relatives à la protection des droits de l'enfant et a indiqué qu'il était donc primordial de respecter ces droits pour les enfants. Cérémonie donc similaire cette fois-ci à Balbala 9. Rappelons que cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNFD. Ce genre de sensibilisation est organisé donc régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant et la cérémonie a été organisée cette fois-ci à Balbala 9. Et de là, nous passons donc à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Les Kenyans aux urnes pour des élections à couteau tiré. Les Kenyans ont commencé à voter ce matin pour des élections générales apparemment disputées et notamment une présidentielle serrée entre le sortant Uhuru Kenyatta et son rival de l'opposition Raila Odinga. De Kisumu, la grande ville de l'Ouest, à Nekaru, dans la vallée du Rift, en passant par Kibera, la plus grande bidonville de Nairobi, les bureaux des votes ont ouvert leurs portes peu après, à la satisfaction des milliers d'électeurs qui, pour certains, attendaient depuis plusieurs heures dans la fraîcheur nocturne émitouflée dans la couverture Maasai. À Kibera, bastion de l'opposition, le bureau de vote de l'école primaire olympique a ouvert ses portes et priorité était donnée aux femmes avec des enfants en bas âge. Le vote doit prendre fin ce soir. Beaucoup d'électeurs utilisaient donc la lumière de leur téléphone portable pour éclairer des listes affichées sur le mur et vérifier ainsi de quel bureau de vote ils étaient inscrits.
Outre la présidentielle, les électeurs répartis dans quelques 41 000 bureaux de vote doivent élire leurs députés, sénateurs, gouverneurs, élus locaux et représentants des femmes à l'Assemblée sous la surveillance de missions électorales de l'Union africaine et de l'Union européenne notamment. Une fois de plus, c'est la présidentielle réédition de l'affiche de 2013 qui concentre le plus de passion. Les sondages quelque peu discordants augurent d'un duel serré. Un deuxième tour entre les deux hommes est techniquement possible, mais jugé peu probable par des instituts de sondage qui créditent les 6 autres petits candidats d'à peine 1% des voix au total. Et enfin, au Venezuela, un pays, 2 assemblées au cœur du Parlement vénézuélien. Ce sont des assemblées qui s'affrontent au sein du même bâtiment, alors que la Constituante vient de reprendre ses travaux à quelques mètres de l'Assemblée nationale, dominée par l'opposition dénonce son caractère dictatorial et sa décision d'étendre à 2 ans la durée de ses pleins pouvoirs. Et pendant ce temps, dans les rues de Caracas, environ 2000 partisans du régime ont manifesté leur soutien à l'Assemblée constituante, alors que l'ensemble de la communauté internationale s'inquiète de la dérive autoritaire du régime. La Constituante pourrait bien, dans les prochains jours, lever l'immunité des députés d'opposition ayant commis, selon elle, des crimes pour les envoyer en prison. L'opposition redoute aussi qu'elle prolonge le mandat du président qui s'achève normalement en 2019. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Télé Djibouti.